Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Tout de suite les titres des vaches laitières pour augmenter la production locale. Les animaux qui sont déjà au Sénégal sont destinés à la ferme de Mbilor au nord du pays. Une bonne nouvelle pour les industriels spécialistes du lait. CAN 2012, les Lions commencent à fouler le sol sénégalais. Le regroupement a démarré avec 7 joueurs. Ambiance et bonne humeur ont rythmé cette première journée de retrouvailles. Et puis le dossier Magal, nous vous parlerons ce soir de Serigne Mohamedou Dem, grand érudit et éducateur hors pair de Touba qui se prépare pour une grande réussite de l'événement, entre autres sujets. Mais tout d'abord, cette bonne nouvelle pour les Matamois. L'État va construire 3 nouveaux ponts pour la contrée. Une vieille doléance satisfaite pour les populations qui n'en pouvaient plus d'emprunter le vieux pont en état de dégradation très avancé. Le chef de l'État a procédé au lancement des travaux des 3 ponts Khalisek. Ce pont que nous avons sous les yeux est celui de Matam. Ce qui reste du pont de Matam plus exactement. Un pont qui se fissure et se lézarde. Un pont qui ne l'est plus que de nom, eu égard à son état de délabrement et de décrépitude, on ne peut plus avancer. Un pont qui ne rassure plus, dont l'usage est d'ailleurs devenu dangereux. Comme le pont est en train de s'écrouler, vous voyez là, il y a des armatures métalliques là. Qu'on a rajouté. Qu'on a dû rajouter pour pas que le pont ne s'écroule pas. Mais le pont là, il peut s'effondrer à tout moment. Ça, on le voit de visu, hein? La qualité des coffrages et la qualité du béton. Vous voyez la qualité du béton, la ségrégation. Et quelque part, on voit les armatures qui sont à nu, qui sortent. Ce constat est maintenant fait. Et il faut agir et très vite agir par la construction de nouveaux ouvrages. Une urgence qui se trouve au cœur des préoccupations du gouvernement. Un gouvernement qui va d'ailleurs construire 3 ponts pour Matam. Ces 3 ponts sont en béton armé, fondés sur 162 pieds, sur 180 pieds, en béton armé. Et nous avons aujourd'hui ici 5 foreuses. Vous allez voir les 5 foreuses pour pouvoir réaliser les travaux de fondation en moins de 3 mois. Et là, vous avez le site du projet. C'est un marigot qui est inondé par les crues du fleuve. Vous avez ici un chemin de principe des piles. Vous avez ici les piles et vous avez les pieds. Vous avez les 6 pieds qui sont fondés à 26 mètres de profondeur sur le bon sol. Et pour construire ces 3 ponts, le gouvernement ne compte pas lésiner sur les moyens. Et c'est l'artillerie lourde que sort la société Henan Chine avec cette foreuse. C'est une foreuse. Il y a un pied de mouton. On va battre les pieds. On va l'actionner tout à l'heure. Et on en a 5 comme ça. Et avec chacun de ces appareils, on peut faire un pied par jour. Parce que l'entreprise Henan Chine travaille nuit et jour. Ça ne s'arrête pas. Le battage des pieds ne s'arrête pas. C'est nuit et jour. Et on a fait venir un appareil qui est là, devant vous, mais qui est difficile à mettre en œuvre tout de suite. Ça, dans 2 mois, dans quelques semaines, il sera donc en fonction. Et lui, il fait un pied en 2 heures de temps. Ce qui fait que les 180 pieds, et c'est la première fois qu'on utilise une foreuse comme ça au Sénégal. Et en 2 heures de temps, il fait un pied. Ah, il y a bien.
Et le nouveau pont va être construit ici, à côté. Voilà. C'est ça qu'on va faire aussi sur la route des Niayes. Après les routes avec le tronçon Linguère-Matam, ce sont maintenant les ponts. Infrastructures dont lancement des travaux et réception ont bien meublé le séjour du président de la République à Matam. Maître Abdoulaye Wade, qui a par la même occasion hautement salué les réalisations de ces 3 ponts. Je suis très heureux de voir que la décision que j'avais prise de construire la route de Linguère à Matam a très bien avancé, comme nous l'avons vu tout à l'heure, entre Linguère-Boula et ici Matam. La route va se poursuivre jusqu'à Ourossogui. Mais il a fallu refaire, je pensais qu'on allait faire un seul pont ou 2, mais finalement on a décidé de faire 3 ponts parce que Matam est enclavé. On ne peut pas sortir de Matam parce qu'il y a ces fosses-là qui sont toujours remplies d'eau. Et je connais bien ces ponts pour y avoir passé plusieurs fois, plusieurs années. Alors maintenant nous allons construire ces 3 ponts qui sont assez larges pour laisser passer 2 gros camions. L'un sera de ce côté et l'autre par là. Nous sommes au niveau du 2e pont. Donc je suis très satisfait. On m'a dit tout à l'heure que les employés chinois travaillaient sans arrêt 24 heures sur 24, 3 fois 24. Ça c'est du travail. Alors il ne faut pas s'étonner qu'ils aient pu développer leur pays. Je vous ai dit, il n'y a pas de secret. Pour construire un pays, il faut travailler. Et je voudrais saluer ici les ingénieurs sénégalais qui sont dans ce projet, ainsi que les travailleurs qui sont aussi des éléments tout à fait indispensables à la construction des ponts. Donc je suis satisfait, voilà, c'est tout ce que je peux dire en attendant d'aller voir d'autres grands ouvrages. Et je suis heureux pour les populations de Matam et toutes les populations sénégalaises qui vont pouvoir ici entrer à Matam et sortir sans aucun problème. Je voulais féliciter l'entreprise Enamchi. Les travaux de construction des 3 ponts de Matam sont donc officiellement lancés par le chef de l'État et ces coups de truelle avec la pose de la première pierre de ces travaux l'illustrent et donnent le coup d'envoi de ces travaux. Dans le Wallo également, le sourire est de rigueur pour quelques 60 000 personnes qui ont désormais accès à l'eau potable. C'est dans le cadre du programme Gorom Lamsar d'un coût de 7 milliards de francs CFA cofinancé par le Sénégal et la Banque islamique de développement. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu dans les localités concernées. Seydina Alioumfal. Ces images ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour ces populations du Wallo. Grâce au projet Gorom Lamsar, 60 000 personnes vivant dans les communautés rurales de Diamant, Mban et de la commune de Ross Béthio sont déchargées du fardeau de la recherche de l'eau potable. Ici, il y a des villages, il y a beaucoup de populations. Et dans les temps, les gens prenaient de l'eau dans le fleuve, avec des bidons lesquels on ne savait même pas où ça vient. Et puis les gens, il y avait des maladies. Et aujourd'hui, il y a une château d'eau qui est là, qui polarise plus de 50 villages et tout le monde prend de l'eau dans cette eau potable. Le projet consiste à faire des unités de potabilisation, des unités de traitement d'eau brute, et donc pour en faire de l'eau potable à l'usage domestique. 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour réaliser le programme Gorom Lamsar. Actuellement, 80% des villages ont accès à l'eau potable. Mais il reste encore du chemin à faire. Nous sommes satisfaits, mais aussi nous avons formulé d'autres demandes. C'est parce que exactement il y a une partie de la commune qui est alimentée en eau potable, mais il y a des quartiers qui ne sont pas encore alimentés. Et nous avons demandé au ministre de faire de sorte qu'il y ait une extension de la conduite pour permettre à ces quartiers aussi d'être alimentés. Là, il y a aussi un programme important de plus de 25 milliards de la Banque mondiale aussi qui concerne
aussi les villages et les villes qui sont notamment aux abords du fleuve. Donc ça concerne principalement les régions de Saint-Louis, la région de Matam et le département de Bakel. Et bon, aussi on va créer beaucoup d'unités de potabilisation. Les programmes ont commencé, on est en train de faire des forages, il y a des forages, il y a des châteaux d'eau, des unités de potabilisation. Donc c'est un programme vraiment ambitieux et je pense que d'ici 2013, nous allons transformer radicalement vraiment cette zone en termes d'accès à l'eau potable. Le programme Gorom Lamsar est le deuxième plus grand programme hydraulique réalisé après celui de Norton Osman Palmarin. Une soixantaine de villages situés dans le delta du fleuve Sénégal est désormais alimenté en eau potable. Restons dans la zone nord avec les industriels spécialisés dans la production de lait. Leur activité devrait connaître une nouvelle impulsion avec la réception de ces vaches et taureaux, 102 animaux pour être précis, qui sont destinés à la ferme agro-pastorale de Mbilor financée par l'Espagne. L'agence REVA veut ainsi contribuer à l'augmentation de la production de lait. Cheikh Bamagé. Ce bateau a à son bord les 100 vaches et 2 taureaux qui devront bientôt s'acclimater dans la ferme agro-pastorale de Mbilor. L'agence REVA en avait fait la commande. Ces 100 vaches pourront à coup sûr augmenter la production laitière. Avec les importantes quantités de lait attendues, certaines industries laitières pourront aussi être approvisionnées normalement. C'est des vaches de race jerseyaises qui ont une moyenne d'âge de 21 mois. Donc la plupart ont moins de 2 ans. C'est des vaches de race pure donc, qui ont été importées du Danemark dans le cadre donc, de ce projet. Le principe qu'on a retenu, c'est d'installer 100 jeunes qui sont déjà sélectionnés. Ces jeunes vont séjourner dans la ferme pour 4 ans, disposer des revenus issus de la vente du lait, mais aussi de la vente de leur production maraîchère. Et au bout de 4 ans, les jeunes ayant obtenu une formation solide vont être réinstallés en privé, chacun avec un certain nombre de vaches. Ce qui fait que la ferme de Mbilor est en même temps une ferme de formation, une ferme d'incubation pour l'emploi des jeunes. Et c'est par cette stratégie qu'on va installer une structure laitière autour de Richard Toll. Et le tout se faisant dans le cadre d'un partenariat avec la laiterie du Berger, qui a une unité donc, de collecte et de transformation du lait installée à Richard Toll. Et en même temps avec un partenariat que nous comptons développer aussi avec la Caisse nationale de crédit agricole pour parrainer ces jeunes qui seront réinstallés. La ferme de Mbilor est située à 15 km de Richard Toll dans le département de Dagana. Elle fait 88 hectares sur un financement du Royaume d'Espagne. 100 jeunes sont formés aux techniques de production laitière et horticole. Chaque jeune disposera aussi d'une vache et un demi-hectare pour la production de cultures fourragères. Je vous lis ce communiqué de la Direction générale de la RTS qui informe que pendant la période de la pré-campagne et de la campagne, les animateurs impliqués dans des staffs de candidats ne pourront pas animer des plateaux sur les antennes de la radiodiffusion télévision sénégalaise. En conséquence, les animateurs Abdoulaye Mbaïper et Khadim Samb, respectivement animateurs de Mbermi ak Diorgui et Tchahabal, ne pourront reprendre ces plateaux qu'après la période indiquée. Ces émissions resteront toutefois à l'antenne. La communauté chiite Mosdaïr était au CICES pour commémorer l'Ashura ou le massacre d'une partie de la famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ces événements ont eu lieu à Karbala en Irak. Des musulmans venus de divers horizons ont assisté à la manifestation. La marraine de cette édition, Zainab Bintou Ali, est une petite fille du prophète, nous dit Eric Nimadi. Sixième édition de Ashura, des fidèles musulmans de plusieurs pays ont pris part à cette rencontre. Le Cheikh Moutada, dignitaire chiite de Paris, grand invité de la manifestation, s'est réjoui du développement du chiisme au Sénégal. Le guide religieux a déclamé un poème tiré des écrits sur le Ashura, jour de deuil et de tristesse pour les chiites du monde entier. مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع قيانا يا
La marraine de cette Ashura 2012 est Zainab Bintou Ali. La petite fille du prophète est celle qui a enseigné l'histoire originelle des événements de Karbala. À la mort de son grand-père Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le pouvoir politique a été usurpé par certains de ses compagnons, il a eu aussi à être témoin de l'oppression de sa mère Fatima, qui a été la première à être assassinée, puis de son père l'imam Ali, qui a été assassiné aussi à la mosquée de Koufa, puis aussi de son frère Al-Hassan, qui a été empoisonné, assassiné aussi par les Omeyyades, et enfin elle a suivi son frère l'imam Hussein de Médine à Karbala. Donc elle a vécu toutes les catastrophes, toutes les calamités avec son frère l'imam Hussein, et c'est sous ses yeux que tous ses compagnons ont été tués, c'est sous ses yeux que les membres de sa famille ont été tués, et c'est même sous ses yeux que son frère l'imam Hussein a été décapité. Il faut dire que cette rencontre était aussi l'occasion pour le guide de la communauté chiite Mousdaïr de revenir sur l'histoire de la succession du prophète de l'islam, version chiite. J'invite tout le monde à cultiver un islam vrai, authentique, originel, enseigné par le prophète, par les membres de sa famille, et qui est un islam d'amour, de paix, de tolérance et de partage. Présente dans notre pays depuis plus d'une décennie, la communauté chiite Mousdaïr s'illustre dans beaucoup de domaines, notamment l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Ces actions sont visibles par exemple dans les départements de Vélingara et de Linguère. Quelques nouvelles de l'étranger. La guerre civile menace au Nigeria après avoir été victime d'attaques multiples de la part de la secte Boko Haram. Les chrétiens du Nigeria comptent riposter. L'association chrétienne du Nigeria, qui sort de sa réserve, est faite dans la menace. Le nord du Nigeria, un enfer pour les chrétiens. En 2 semaines, plusieurs dizaines de fidèles catholiques et protestants massacrés. L'association chrétienne du Nigeria qualifie de nettoyage ethnique et religieux ces meurtres commis pour la plupart par des membres de la secte islamiste Boko Haram. Pour les responsables chrétiens du pays, c'est inacceptable. Ils préparent la riposte. Nous avons donc décidé en tant que chrétiens de nous charger nous-mêmes de régler ce problème. Nous avons décidé de définir tous les moyens nécessaires pour nous défendre face à ces tueries insensées. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, avec 160 millions d'habitants, semble désormais au bord d'une guerre civile. Dans un message à la nation retransmis à la télévision, le chef de l'État tente de calmer les leaders chrétiens. Le gouvernement manifeste une nouvelle fois son intention de combattre le terrorisme avec une plus grande vigueur et je garantis la sécurité à chaque Nigérian. Pour l'heure, sur le terrain, la parole présidentielle ne semble pas produire d'effet. Ces mesures non plus. Les violences se poursuivent dans les régions placées sous état d'urgence et la secte islamiste Boko Haram semble plus que jamais déterminée à terroriser les chrétiens. Le reste de l'actualité dans le monde nous mène en Birmanie, en Nouvelle-Zélande et au Mexique. Mais voyons tout d'abord l'Afghanistan où l'armée américaine est accusée de torture dans la prison de Bagram. L'armée américaine accusée de torture en Afghanistan. Un rapport rendu public hier à Kaboul dénonce des mauvais traitements dans la prison de Bagram, un centre tenu conjointement par les troupes américaines et afghanes. Dans la partie sous administration américaine, le rapport relève plus de cas de prisonniers torturés ou détenus malgré leur acquittement. Jeudi dernier, le président afghan a donné l'ordre aux États-Unis de transférer aux Afghans le contrôle de cette prison, où sont enfermés 3000 détenus, en majorité des talibans. Décidément, le vent tourne pour Aung San Suu Kyi. Il y a quelques jours, le régime birman autorisait l'opposante à se présenter aux élections législatives. Aujourd'hui, les autorités se disent même prêtes à la nommer au gouvernement si elle remporte un siège. Depuis la présidentielle de 2010, Rangoon multiplie les gestes d'ouverture envers Aung San Suu Kyi, qui était privée de liberté depuis 20 ans. Sale temps pour le cargo Rena en perdition au large de la Nouvelle-Zélande. Une violente tempête a brisé en deux ce porte-conteneur, échoué depuis octobre sur un récif. Du fioul recommence à s'échapper des soutes du navire, propriété d'un armateur grec, laissant craindre une nouvelle pollution.
Déjà lors du naufrage du Rena il y a 3 mois, des centaines de tonnes de mazout s'étaient répandues en mer. Les autorités néo-zélandaises reconnaissent que malgré un pompage intensif, il reste encore du fioul à bord. L'ancien footballeur mexicain Omar Ortiz arrêté pour participation à des kidnappings. L'ex-gardien de but, surnommé le chat, reconnaît avoir aidé un gang à sélectionner des riches hommes d'affaires pour les enlever. Omar Ortiz aurait monnayé son aide environ $7 000. S'il est reconnu coupable, l'ancien international de football pourrait être condamné à 50 ans de prison. Retour au Sénégal pour parler des présentations de vœux dans les armées qui a eu lieu la cérémonie à l'hôpital principal. Elle a coïncidé avec le départ à la retraite de plusieurs agents. Le patron des armées en a profité pour dire sa fierté pour cet établissement de santé dirigé par des militaires. Le compte-rendu de Louis-Philippe Sagnan. Aux yeux de l'assistance, ils sont des modèles. Cette distinction est le fruit des efforts fournis pour se mettre au service exclusif des patients. Vous méritez notre respect et nos remerciements pour toutes ces années passées au service de l'autre. Vous représentez tous des modèles à reproduire. Votre vie professionnelle a été parsemée de moments difficiles, parfois très difficiles, de doutes, mais certainement aussi de rencontres, de satisfaction individuelle et collective. Cette cérémonie est une tradition. Elle permet à la direction de l'hôpital principal de Dakar de réitérer son attachement à la qualité du service. Nous nous sommes engagés dans un processus constant d'amélioration de la qualité des soins et rien ni personne ne devrait pouvoir nous détourner de cet objectif. Je m'engage sur le plan social à pérenniser les acquis et à rechercher par tous les moyens une amélioration de la condition des travailleurs tout en veillant à la stabilité économique de l'établissement. Venu présider cette fête qui est également celle de la présentation des vœux, le chef d'état-major général des armées n'a pas manqué de réitérer sa satisfaction. Permettez-moi de saluer l'équilibre optimal que l'on retrouve dans votre établissement concernant les rapports de travail entre civils et militaires. L'hôpital principal de Dakar est une fierté nationale. En effet, les pouvoirs publics et les populations sont sensibles aux efforts déployés dans cet hôpital de référence en vue de la délivrance de services de qualité. Pour célébrer les vertus du travail, il fallait aussi cette mise en scène et cette animation. Le directeur général, c'est plutôt le groupe CCBM qui dégage de nouvelles perspectives pour cette année. C'est à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux du président directeur général au personnel. Le groupe qui fait un bilan positif de 2011 donne rendez-vous aux Sénégalais pour de nouvelles conquêtes à Amdao. C'est un vendredi de fête pour les 800 employés que compte le groupe CCBM. L'équipe a su maintenir le cap malgré une conjoncture internationale difficile. Pour faire le bilan de l'année écoulée et débuter 2012 avec de nouvelles ambitions, il leur fallait ce break. On a pris droit à l'erreur. Il est bon de mieux communiquer avec nos personnels et leur motiver et de leur remercier. C'est devenu une tradition au sein de l'entreprise. Les débuts d'année sont toujours commémorés dans une ambiance festive et joyeuse. Les messages essentiels n'en sont pas pour autant oubliés. De nouveaux défis ont été bien définis. C'est toujours satisfaire nos clients et mieux impliquer nos personnels dans les instances de décision et en même temps de faire un plan social, laquelle leur permettra de s'épanouir bien dans la société. Une meilleure prise en compte du volet social a été le vœu le plus partagé par le personnel. Des séries de mesures allant dans ce sens ont été annoncées par la direction générale. Nous parlons à présent du directeur général des douanes sénégalaises, Mohamedou Moustapha Cissé, qui est l'homme de l'année pour le quotidien Réumi. Ces services ont réussi la performance de mettre 540 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Une efficacité saluée par l'organe de presse qui fêtait en même temps ces 3 années d'existence. Abdoulaye Fofana Seck.
Le 3e anniversaire du quotidien Réumi, fêté en grande pompe hier dans la soirée, a réuni autour du président du groupe Promo Consulting Mbagnick Diop, éditeur, patron de presse, journaliste, acteur de la vie économique, bref, du beau monde. Une occasion saisie pour célébrer le directeur général des douanes, Mohamedou Mokhtar Cissé, désigné homme de l'année. Depuis son avènement à la tête du service des douanes, M. Mohamed Mokhtar Cissé a profondément réformé cette administration vitale et fondamentale pour notre économie. Tout d'abord par un programme rigoureux de communication, notamment les opérations portes ouvertes de la douane. M. Cissé a fondamentalement changé l'image de la douane. Le citoyen, l'opérateur économique, les chefs d'entreprise ont mieux compris le rôle et la place de la douane dans l'économie. Les différents séminaires et rencontres entre les hommes d'affaires et les services de la douane ont abattu le mur de méfiance qui existait entre les hommes d'affaires et les soldats de l'économie. Avec le programme de partenariat privilégié PPP, la douane a franchement révolutionné tout l'environnement des affaires. Sous le magistère de M. Mokhtar Cissé, la douane a effectué un bond qualitatif qui en fait aujourd'hui un service public de référence. Avec la méthode de Mohamed Mokhtar Cissé, la douane jadis perçue peut-être à tort comme une administration de concession est aujourd'hui vue comme un partenaire, un conseiller privilégié. Grâce à l'efficacité de M. Cissé et à l'engagement de tout le personnel de la douane, de toute l'équipe de la douane, de toute l'administration centrale de la douane, l'objectif des recettes fixé par l'État à ce corps a été largement dépassé. En effet, pour 2011, la douane a mis à la disposition du budget de l'État 540 milliards de francs CFA, dépassant l'objectif fixé qui était de 446 milliards. En prenant le témoin d'aimer du lauréat de l'année dernière, le directeur général des douanes a exprimé toute sa fierté d'être honoré devant cette auguste assemblée. La responsabilité de gestion est donc exigeante et difficile, certes. Mais pour une institution appelée à relever les défis de l'excellence et de la performance, c'est la seule voie qui mène vers les victoires certaines et procure ce sentiment à tous et à chacun du devoir accompli. Dans cette perspective, il est indispensable à chaque agent de l'État et à chaque agent de douane, quel que soit son niveau de responsabilité, de s'approprier les contenus et les enjeux afin de pouvoir ajuster en permanence sa démarche à l'élan collectif qui anime toute l'institution pour la réalisation des objectifs. En effet, le ministre de l'Artisanat, du Tourisme, du secteur privé et du secteur informel a salué la tenue de cette rencontre qui sacre le parcours d'un haut fonctionnaire. Depuis que M. Cissé est arrivé, et c'est vous qui le dites, c'est le secteur privé qui dit aujourd'hui que nous sommes satisfaits de la relation publique-privée incarnée par M. Cissé et ses services. Donc cela est à saluer. Parce qu'aujourd'hui, bien que le code des douanes soit rigoureux, cela n'a jamais empêché le commerçant ou le fraudeur de frauder. Donc je crois que la meilleure manière de lutter contre la fraude, c'est d'éduquer, d'approcher, de sensibiliser, d'avoir des incitations, de convaincre. Et c'est ça que vous faites. Vous avez ouvert vos portes. Vous ne faites plus peur aux importateurs sénégalais. Vous êtes là pour les accompagner. Auparavant, les différents intervenants ont su trouver les mots justes pour saluer les qualités de Mokhtar Cissé, un grand commis de l'État. Le directeur général des douanes qui a réussi cette année des résultats remarquables grâce à son efficacité et sa compétence. En souhaitant joyeux anniversaire au quotidien Réumi, ces distingués invités ont voulu tout simplement magnifier le travail accompli par les journalistes et responsables de ces publications qui enrichissent le paysage médiatique de notre pays. La culture soninké à l'honneur, c'est à l'occasion de la 4e édition des Ondes d'intégration, un festival organisé à Bakel. Les soninké veulent promouvoir leur culture et participer à l'intégration sous-régionale. Tierno Amadoussi. C'est Tuabou qui a annoncé la couleur. Avec cet accueil enthousiaste et coloré, ici on a vu des villageois qui attendent avec impatience une fête prochaine. Après Tiabou, cap sur Manayel, un autre village peuplé de soninké dans le département de Bakel, un village qui réclame avec fierté
son appartenance à cette ethnie. Plus la caravane des festivaliers avance, plus l'intensité et la chaleur de l'accueil augmentent. À Yelingara, les populations se sont appropriées l'initiative, tout comme à Diawara. Cette commune célèbre l'arrivée du festival des ondes d'intégration, mais en même temps, elle rend hommage à son coordonnateur natif de la localité. J'ai été agréablement surpris parce que ça a été une participation de tous les villages. En effet, le festival était prévu de se dérouler d'abord à Bakel. Diawara était juste le lieu d'accueil des festivaliers. On s'est rendu compte que, comme son nom le dit, c'est un festival d'intégration, un festival qui a presque uni les cœurs, les esprits de tous les villages. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la soirée. Ceci n'étant qu'un avant-goût de ce que sera la 4e édition du Festival international des ondes d'intégration, festival qui se tient à Bakel avec la présence de représentants des pays de la sous-région. La culture Peul a également été célébrée lors de la 6e édition des week-ends culturels de Timtorgal Poulagou, cette association qui veut dire miroir et épanouissement de la culture Peul. Conférences et animations musicales ont rythmé ces journées organisées à Thiaroye. Aboubakar. L'association Timtorgal Poulagou regroupe des hommes et femmes d'horizons divers. Ils sont politiques, enseignants, religieux, hommes de presse, griots, bergers ou femmes au foyer. Tous les métiers, tous les âges et toutes les fortunes s'y retrouvent. Son ambition n'est autre que d'être le lieu d'épanouissement de la culture Peul dans toutes ses dimensions. Chaque année que nous perdons en utilisant des langues autres que nos langues maternelles, nous perdons au minimum 2000 ans de richesse. Et c'est cela que nous avons montré en Poulard. L'association veut, selon son président Djoubeirouba, dépasser les aspects intellectuels pour embrasser toute forme de développement. Au-delà de la culture, des conférences ont permis aux participants d'échanger sur le rôle de la femme dans la société, l'éducation ou la tradition Peul. Nous avons inventé avec nos frères compatriotes ce que nous appelons le Den Irago, c'est-à-dire le cousinage à plaisanterie. Sur les 20 à 25 ethnies sénégalaises, au moins les 15 sont nos cousins. Mais les plus connus, ce sont les Sérères et les Diola. Et ça, c'est un aspect fondamental de la culture qui est le cousinage à plaisanterie, qui est un facteur de paix et de stabilité dans nos régions. Loin d'une démarche identitaire ou ethniciste, l'association veut participer au développement de Samsam 2, ce dont s'est félicité le maire de Sikap Mbao, Khadiba. Les cousins Sérères étaient aussi de la partie avec une belle prestation de Simon Serre. Félicitations à notre collègue Djoubeirouba qui a donc initié cette rencontre. Nous parlons du 6e livre du colonel Momar Gueye, le 6e donc de sa carrière d'écrivain. Son titre, La malédiction de Rabi, un roman qui aborde les multiples tares de la société sénégalaise avec un focus sur les difficultés socio-culturelles que vivent les femmes du Sénégal. La cérémonie de dédicace de l'ouvrage a eu lieu dans la capitale du Nord, Djainabadja. La malédiction de Rabi, un vibrant plaidoyer pour le respect de la femme selon Aminata Soufal qui l'a préfacé. En effet, dans ce livre de 196 pages, l'auteur dénonce le viol, l'excision, les mariages forcés, entre autres. Le colonel Momar Gueye se sert également de sa plume pour sensibiliser. Ce qui m'a guidé dans le cadre de ce roman, c'est simplement chercher à transmettre des messages d'éducation, des messages pour changer les comportements, des messages pour attirer l'attention des jeunes particulièrement sur les réalités de notre pays. Nous avons toujours voulu être un écrivain réaliste, un écrivain pragmatique. Dans ce livre, les filles sont invitées à se protéger contre les dangers qui les guettent,
Dans la foulée, l'auteur demande aux administrations des écoles de s'impliquer pour permettre à chaque élève d'avoir un exemplaire. Nous sommes en train de nous acheminer vers les fins d'année. Il faudrait qu'à chaque fois qu'on donne un cadeau à un enfant ou à un adulte, qu'on joigne un livre. Parce que là, c'est une façon de faire pénétrer le livre dans une famille et certainement plusieurs membres de la famille vont lire. L'initiative pourra contribuer à combler le déficit de lecture. Selon le natif de Saint-Louis, le ministre Awa Ndiaye a déjà montré le chemin en achetant un important lot de cet ouvrage. Nous passons au football avec le premier jour de regroupement des Lions qui prépare la CAN 2012. Seuls 7 joueurs étaient présents ce matin. Le reste de la troupe est attendu ce soir. Il se dégage déjà une bonne ambiance dans la tanière avec des retrouvailles chaleureuses, nous dit Pape Biambigay. Atmosphère joyeuse, ambiance décontractée, de l'ivresse, de la joie, du bonheur et toujours des retrouvailles teintées d'enthousiasme. Comment tu vas? Ça fait plaisir. C'est comme mon père qui retrouve ses enfants après une absence de longue durée. Coach Abdoulaye Sarr, toujours aussi proche de ses joueurs, c'est sa tanière à lui, une famille. À côté, il y a le chef Amara. Lui visite l'album Souvenirs en compagnie d'un compagnon d'époque, Ferdinand Colli, les souvenirs d'une amitié lointaine. Des moments si uniques, si exceptionnels qui plongent Amara dans un passé fantastique. Ça c'est le... Ah, j'aime bien ce son. C'est un match... Surtout à l'évocation de titres conquis avec Gouignon. Je suis le premier capitaine africain noir à sauver une Coupe de France. Et oui, c'est aussi ça, la carrière de l'entraîneur au vécu de joueur historique phénoménal. Et pendant ce temps, c'est l'arrivée de l'américain de la tanière, Bouna Kouloul, toujours aussi aimable. Il annonce la couleur. Cette superbe ambiance se confirme à table. Avant le repas de midi, on découvre des lions chambreurs qui se lancent des pics et Damdouille en fait les frais. C'est que du bonheur. Maintenant, on va bientôt commencer les entraînements pour bien commencer la Coupe d'Afrique des Nations. On est bien arrivé et puis on est là. Il y a certains qui manquent, mais je crois que ça va, l'ambiance est là, les retrouvailles et tout. Comme d'habitude, comme je l'ai toujours dit. Voilà, on n'est pas nombreux, on n'est pas au complet, mais les peu qui sont là, ça se voit que ça fait toujours plaisir de se revoir. Donc voilà, on attend les autres aussi pour que l'ambiance soit bonne. On sait toujours les retrouvailles. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver et depuis quelques mois il y avait un moment de relâche. Je crois que cette date du tout le monde l'attendait et ce matin, Dieu merci, nous sommes à notre tanière. Là on retrouve les joueurs qui sont là derrière. Je pense que ça augure de lendemain tout de suite meilleur en attendant l'arrivée des autres ce soir. Mais je pense que c'est bien parti, il y a une bonne atmosphère et nous espérons que ça va continuer jusqu'au bout. Et derrière cette atmosphère de joie se cache l'envie de réaliser un rêve fou. La CAN, on la joue pour la gagner. Pour l'instant, l'objectif, tout le monde le sait. Donc, c'est soulever la coupe. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui ont les mêmes objectifs que nous. Et voilà, il faut qu'on se concentre et qu'on respecte le travail et qu'on respecte aussi nos adversaires. Donc ça va bien se passer, j'espère, pour nous. L'objectif, c'est aller prendre la coupe. Mais aussi, c'est pas qu'aller prendre la coupe, on va aller la récupérer. Donc la route sera longue et sera dure. Donc c'est à nous de l'affronter. C'est de faire une bonne Coupe d'Afrique, d'honorer le peuple sénégalais, quoi. Une bonne vie de groupe, l'ambiance du groupe, le beau jeu et l'efficacité sur tous les plans, quoi. Parce qu'on ne peut pas y participer en ne pas espérer gagner la coupe, quoi. Mieux vaut rester ici, quoi. Vraiment, petit à petit, l'oiseau
Fesoni, Nanka Jap Golo Tinyai. So far so good. We just start and hopefully inshallah we're gonna end up being the champions. Et voici Souleymane Camara, tout heureux de rejoindre ses partenaires. La CAN pour lui c'est du déjà vécu. Sa dernière en 2006, c'était avec l'ASR. En 2002, les souvenirs dont Sénégal Zombie refont surface, il avait marqué. Oui, des beaux souvenirs en 2002 et aussi des moments difficiles aussi parce que on se rappelle contre la Zambie ça a été un match très difficile et donc d'ailleurs ça a été toujours difficile contre la Zambie et ça sera difficile aussi donc il faut bien se préparer mais j'ai confiance à mes coéquipiers. Aux premières heures du regroupement des Lions, 7 joueurs étaient présents. Le gros de la troupe attendu le soir avant de prendre la direction d'Oussali lundi. C'est pour changer un peu, c'est sur la côte, c'est un lieu de repos aussi, de structuration. Bon, on va se parler, on va commencer vraiment notre stage à Sali pour pouvoir revenir à Dakar pour finaliser le reste de la préparation, notamment avec le premier match qui sera déjà là. Faire le point aussi sur ce qui nous attend à la CAN, leur faire un exposé de la vie à Bata et puis de ce qui nous attend, quoi. Les Lions maintiennent le cap d'une sérénité sans faille avant de se frotter aux meilleurs d'Afrique. Et déjà 2 matchs amicaux sont sur la route de Bata en Guinée équatoriale. Il s'agit de prendre la température de la CAN à Dakar devant le Soudan et le Kenya. Les Lions visiblement heureux de se retrouver, qui ne perdent pas de vue l'objectif final, remporter la première CAN de l'histoire du Sénégal. On parle toujours de football, mais à Bambey cette fois-ci, la finale départementale a été remportée par Mossane de Ndondol à Henrik Bourouko. Chaude poignée de main entre le parrain Lamine Sek et les joueurs des deux formations. Un après-midi du fait, le stade municipal de Bombay pour la finale de l'handicap opposé à l'ASC Réveil en blanc à l'ASC Mossane Dombol en vert et blanc. Après le coup d'envoi symbolique donné par le parrain, les deux équipes ouvrent les hostilités. Et ce sont les Bleus qui sont les plus entreprenants. Satisfaisant. Parce qu'on avait 3 objectifs à relever. D'abord, travailler pour la réunification du mouvement navétane, on l'a réussi. Travailler pour faire changer, peut-être permettre aux zones rurales d'occuper des places de responsabilité, des places de choix. Ça se traduit au niveau du bureau, ça se traduit aussi au niveau du rendement scolaire parce que vous voyez c'est une équipe qui nous vient de la zone de Ndondol, qui est une zone ancienne, qui est en finale. L'autre équipe avait gagné le tournoi départemental la fois passée. Donc du point de gestion, organisation